à tous. Bonjour Frédéric. Alors, j'imagine que beaucoup de monde dans cette salle connaît Frédéric Mazella, donc le sujet de ce panel ne va pas être une surprise pour vous. On va parler de Blablacar. Alors, Blablacar, ça a maintenant plus de 10 ans et c'est parti en fait d'un hiver à Noël où vous cherchiez à prendre un train pour entrer dans votre famille et puis là, pas de train, pas de voiture. Le covoiturage n'existait pas ou très peu. Même le mot covoiturage n'était pas démocratisé. Et du coup, de là est né covoiturage.fr, qui est devenu plus tard Blablacar. Alors, comment on fait justement quand on crée une marketplace comme Blablacar au départ, dans un marché qui est inexistant? Comment ça se passe? Alors concrètement, effectivement, le concept de covoiturage n'était pas développé. Moi, quand j'ai eu l'idée, j'ai simplement demandé à ma petite sœur de venir me chercher. Elle habitait à Rouen. Je descendais à Fontenay-le-Comte, pour ceux qui connaissent, comme on n'est pas loin d'ici. D'ailleurs, je suis né à Nantes, donc je suis très content de faire une conférence à Nantes. C'est trop rare. Mais donc c'était pour descendre à Fontenay-le-Comte et ma petite sœur qui est passée avec sa voiture me chercher à Paris. Descendre par l'autoroute A10 et bien sur la route on s'est rendu compte, j'ai vu les trains qui étaient pleins de places que je pouvais pas avoir et les voitures qui étaient vides, et là j'ai pas dormi pendant 3 jours à me dire mais c'est pas possible, c'est super simple, il y a un truc tout bête à faire, c'est d'indexer toutes les places libres dans les voitures, sauf que voilà, il faut le faire. Ensuite, quand j'ai commencé à chercher, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites initiatives à droite à gauche. J'ai commencé à développer, puis ensuite j'ai racheté l'URL justement covoiturage.fr. Ensuite, on a changé la marque en Blablacar pour s'internationaliser. Et donc voilà, l'idée était tellement simple, j'ai envie de dire, que déjà je me suis dit que si le service existait, moi je l'utiliserais. Donc c'est ça qui m'a motivé à travers toutes les années à le faire, parce que pour moi c'était évident que si le service existait, je l'utiliserais. Et je l'utilise encore, j'ai fait 4 covoiturages dans le dernier mois. Et donc du coup, ça c'était un peu mon Graal, en me disant c'est pour ça que ça va marcher. C'est parce que c'est simple et que des gens comme moi auront envie de l'utiliser. Et comme a priori je suis à peu près normal, du coup ça fera beaucoup de gens qui l'utiliseront. Voilà. Donc, Et alors, aujourd'hui, Blablacar, ça représente quand même 60 millions de membres, près de 300 salariés, une valorisation qui dépasse le milliard de dollars. Est-ce que quand vous avez créé covoiturage.fr, vous pensiez justement que ça allait devenir une licorne européenne aujourd'hui? bon, déjà, le mot et le concept de licorne sont assez récents, donc non. Mais après, la vision du fait que c'était une activité totalement internationale, oui, elle était là dès le début. Par contre, il faut aussi aller chercher les étapes une par une, les marches une par une. Donc déjà, c'est de réussir à définir un produit qui trouve un écho et qui est utilisé au maximum déjà en local. Et local, quand on commence déjà par un marché comme la France, sur créer une place de marché dont la liquidité, dont le seuil de liquidité est quand même super élevé, c'est déjà un énorme challenge. Et ensuite, évidemment, le concept de place de marché et la technologie sous-jacente vont pouvoir s'exporter. Donc c'est ça qui est magique avec l'informatique. Oui, l'idée d'internationalisation était présente dès le concept dans l'œuf. Par contre, sur l'exécution, c'était d'abord faire marcher le truc en France et ensuite aller chercher des sous pour l'étendre à l'étranger. Et la notion de marque qui va avec. Après, pour ce qui est de la valorisation, bon, on parle de licorne, on parle de tout ce qu'on veut. C'est une valorisation, donc ça veut dire que c'est une projection aussi. Voilà, moi j'ai tendance à dire que les valorisations, c'est un petit peu comme l'ombre d'une vraie activité. Suivant où se trouve le marché, la valorisation peut être plus élevée, moins élevée. Enfin voilà, c'est en tout cas pas le but. Le but, c'est d'avoir un service utilisé par le maximum de personnes et d'avoir le maximum de personnes qui se déplacent avec nous. Donc aujourd'hui, oui, c'est 65 millions de membres dans 22 pays. En France, c'est 14 millions de membres. Un petit peu plus ces derniers temps, enfin même beaucoup plus, parce qu'en fait, en ce moment, on est un petit peu aidé, on va dire, Avec les grèves? par les événements. Voilà, mais non, mais évidemment, parce que quand on cherche à se déplacer, aujourd'hui, c'est plus difficile avec les mouvements sociaux de la SNCF, et du coup, oui, nos volumes sur avril, mai, juin ont été multipliés par 2. Donc c'est sûr qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent au covoiturage. Il y avait encore beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le covoiturage, qui découvrent avec grand plaisir ce que c'est. Donc c'est très très bien. Et puis nous, des voitures vides, il y en a des millions et des millions et des millions. Donc en fait, il n'y a pas de problème pour accueillir tout le monde. Donc voilà, s'il y a encore certains d'entre vous qui ne sont pas inscrits, qui n'êtes pas inscrits, vous pouvez encore vous inscrire. On prend tout le monde.
Alors justement, vous parlez de cette stratégie internationale, enfin de développement international qui a été décidée dès le départ. Est-ce que si c'était à refaire, vous referiez exactement pareil? Est-ce qu'avec du recul, cette stratégie était la bonne? Alors, le développement international, c'est pas une stratégie, c'est une nécessité, j'ai envie de dire. Après, la stratégie, c'est-à-dire la manière d'y arriver, il y a plein de pistes. Évidemment, on fait plein d'erreurs dessus. Bon, on peut faire plein d'erreurs. L'idée, c'est d'éviter les échecs. Mais moi, je pense qu'un échec, c'est une erreur répétée. Donc en fait, quand on se rend compte qu'on fait une erreur, il faut essayer de ne pas la faire 2, 3, 5 fois, parce qu'alors là, ça va se transformer en échec. C'est d'ailleurs un petit peu la différence quand on regarde les mots français et anglais entre échec chez nous et failure ou to fail en anglais. Parce que to fail, ça ne veut pas forcément dire que c'est échec et mat, quoi, que c'est fini. Ça veut dire j'ai essayé puis ça n'a pas marché. Chez nous, la notion d'échec, ça a une connotation assez définitive. Donc c'est pour ça que je préfère parler d'erreurs, effectivement. Donc des erreurs, déjà on a essayé 6 business models. Alors on pourrait dire les 5 autres, c'était une erreur. Oui et non. Ça fait partie de notre parcours d'apprentissage. On avait un business model avec un système de mise en relation téléphonique, avec mise en avant de certaines annonces en payant une formule chaque semaine ou chaque mois. On avait un business model basé sur la vente de plateformes aux entreprises. Enfin voilà, on a essayé plusieurs choses. Finalement, c'est le business model actuel qui a permis de combler, de répondre techniquement aux besoins de développement de la plateforme et donc à financer sa croissance. Donc le business model actuel, j'imagine vous le connaissez, pour ceux qui pratiquent, c'est extrêmement simple, c'est-à-dire que quand un passager va régler 25 € en ligne, on va reverser à peu près 22 € au conducteur, puis garder 3 € pour faire marcher tout le service avec nos centaines de serveurs, nos centaines de personnes et toutes nos applis partout. Donc voilà, et ce business model-là a été celui qui a vraiment permis de se dire ça y est, maintenant on a un business model dont les revenus vont grandir à la même vitesse que les coûts, parce que les autres business models en fait avaient des revenus qui grandissaient moins vite que les coûts. Ça c'est assez embêtant parce que par exemple quand on vendait des plateformes B2B, donc des plateformes de covoiturage aux entreprises, on avait une croissance de vente qui était linéaire et on avait une croissance de coûts qui était exponentielle. Donc je ne vous fais pas un dessin, pour ceux qui ont fait des maths, vous voyez bien ce que ça fait. Il y a un moment, quand vos revenus sont linéaires et vos coûts sont exponentiels, il y a un moment, ça ne passe plus du tout. Donc il fallait absolument qu'on trouve, vu que notre croissance de services grand public sur Blablacar était exponentielle, il fallait qu'on trouve un modèle économique qui colle à l'activité. Et donc c'est le modèle transactionnel qui était le plus fidèle à cela, parce qu'évidemment plus il y a de transactions sur le site, plus il y a de coûts, mais aussi plus il y a de revenus. Donc en fait on arrive à équilibrer de cette manière-là. Donc voilà, le changement de business model, on peut considérer que c'est des erreurs mais qu'on a corrigé au fur et à mesure. Faut pivoter sur le business model, il faut garder son idée de ce qu'on a envie de construire, mais il faut pivoter sur le comment. Et puis après, pareil, au niveau du nom, on pourrait dire covoiturage.fr, c'était une erreur de partir avec ce nom-là parce qu'en fait, il a fallu changer en Blablacar pour être international, parce que forcément, covoiturage, ça marche pas. Covoiturare, ça marche pas non plus en Espagne, donc forcément, il fallait faire des noms différents. Et d'ailleurs, quand on a fait de l'acquihire avec différentes sociétés dans différents pays, on a tout renommé en Blablacar. C'est pour ça que le service russe et ukrainien, au début, il s'appelait Podorozniki, puis on l'a renommé en Blablacar. En Italie, c'était une boîte qui s'appelait Posto in Auto, qu'on a rebrandé en Blablacar. Voilà, en Allemagne, aussi Midfart Central, et maintenant c'est Blablacar. Voilà, on a tout unifié sous une seule marque. Parce que déjà construire une marque c'est compliqué, alors construire une marque par pays on se disait on va jamais y arriver, donc il faut vraiment qu'on ait une marque unifiée pour fédérer nos moyens de production marketing et d'efficacité de marque. Et est-ce que ce nouveau business model justement va vous permettre d'atteindre la rentabilité? Je sais qu'après 10 ans Blablacar n'était pas rentable, c'était un choix. Est-ce que là ce nouveau business model c'est vraiment dans l'objectif d'atteindre la rentabilité? Alors, c'est le business model qu'on a depuis 2011. Donc, c'est pas le nouveau, celui-là. Là, je parle des années... Le dernier, on va dire. 2000, je parle des années 2004-5 jusqu'à 2011-12. Où là, on a cherché 5-6 business models. Mais oui, on pourrait être rentable. En gros, c'est une histoire de choix de nos investissements. On n'a aucun problème de cash. Donc, en fait, on a fait des levées très significatives et on est très, très confortable au niveau du cash. Aujourd'hui, on perd très très peu. C'est vraiment, on équilibre justement entre nos dépenses de croissance et nos revenus, donc on est très très bien.
Après, si on voulait être profitable, on pourrait être profitable demain. Il suffit de couper nos investissements de croissance. Enfin, ça va très très vite. Mais c'est pas du tout le but, d'autant plus qu'on n'a pas de problème financier, donc on n'a pas à le faire. Donc c'est vrai qu'après, quand on a trouvé un modèle économique qui se colle sur la croissance, eh bien, on a ce choix-là d'appuyer plus fort ou moins fort sur l'accélérateur. Évidemment, quand on lève des sous, c'est pas pour les laisser sur le compte en banque. Donc, quand on lève des sous, c'est pour les dépenser. Ça, c'est marrant parce que c'est économiquement évident quand on gère une boîte de voir ça, mais parfois c'est perçu différemment. C'est-à-dire que on lève de l'argent et puis après, la société n'est pas profitable. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ben, évidemment. Comment dire ? Si on a levé de l'argent, c'est pour le dépenser. Si on le dépense, c'est parce qu'on ne l'avait pas. Et si on ne l'avait pas, c'est parce que justement, on en perd. Donc c'est sur une logique de croissance, c'est totalement normal. Par contre, effectivement, après, il y a un moment, il faut s'équilibrer. C'est pour ça qu'il faut lever des fonds en fonction de ce dont on a besoin. Alors, l'année 2017, ça a été une année assez charnière pour Blablacar. Il y a eu des fermetures de pays, il y a eu des ouvertures de pays, il y a eu des départs de salariés, il y a eu beaucoup de rumeurs dans l'écosystème. Comment on fait pour rassurer ces investisseurs ? Comment vous avez fait pour rassurer les investisseurs et surtout pour vous réinventer face à l'offensive justement de la SNCF ? Je sais que ça, voilà. Comment vous avez fait pour vous réinventer et rassurer les investisseurs à ce niveau-là ? Alors, en fait, il y a une chose qu'il faut voir. On a ouvert 20 pays en 3-4 ans. On n'a pas eu 20 sur 20. Ça peut étonner des gens, mais voilà. Mais du coup, quand on n'a pas 20 sur 20, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, quand on ouvre un pays, on y croit à fond. On va investir dessus. Par contre, on est extrêmement réaliste. Et quand on voit qu'il y a un pays qui performe 10 fois ou 15 fois moins bien qu'un autre, et pourtant on a investi la même somme sur les deux, le comportement rationnel et responsable d'un bon gestionnaire de business, c'est de dire bon, on va là où ça marche super bien, on va investir plus, et là où ça marche pas, on va se calmer un petit peu, parce que là, on est clairement en train de perdre de l'argent. Donc, c'est ce qu'on a fait. 2016, après avoir ouvert une vingtaine de pays entre 2012 et 2015, ouais, 2015-16, on a commencé à rationaliser en se disant bon, alors qu'est-ce qui marche pas. Voilà, et on avait plusieurs pays qui marchaient pas bien. Donc, on a décidé de couper des investissements de croissance dans ces pays-là parce que clairement, ça ne répondait pas en face. Et donc, avec ça, viennent évidemment des postes qu'on avait créés spécifiquement pour ça, qui deviennent inutiles. Et avec ces postes inutiles dans les pays, viennent des fonctions centrales qui elles-mêmes ne sont plus forcément utiles. D'où la nécessité de réduire une partie des investissements et donc des effectifs. Voilà, tout vient de là. Alors après, que ça génère des rumeurs, ça c'est différent parce qu'en fait, on se demande toujours pourquoi, même si on a communiqué dessus. Enfin, on a été extrêmement transparent sur tout ce qu'on a fait. Et on l'a fait, j'ai envie de dire, en extrêmement bon gestionnaire, justement, de business. Ne pas le faire aurait été totalement irresponsable. Et c'est justement le contraire de ce qu'attendent de nos investisseurs. C'est pour ça que les relations avec les investisseurs sont bonnes. C'est parce que non seulement ces décisions-là, on les a prises ensemble, avec les investisseurs, mais en plus, ce sont les bonnes décisions à prendre quand on a un business qui croît assez vite, qui a des grandes ambitions, qui dépense beaucoup d'argent sur différents projets et qui doit donc ensuite rationaliser ses coûts. Alors on est un peu pressé par le temps, je suis désolée, c'est un peu rapide comme interview, mais peut-être une dernière petite question avant de passer la main au public pour les questions-réponses. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Blablacar dans les prochaines années ? Quelles sont vos prévisions à ce niveau-là ? Alors, on a à peine commencé à gratter la surface de ce qu'on peut faire. Ça paraît dingue, mais je vais vous donner quelques chiffres. Alors aujourd'hui, 65 millions de membres, oui. Mais je vais prendre un exemple juste sur la France. Sur la France, c'est 14 millions de membres et 40% de la génération 18-35 ans qui est inscrite sur Blablacar. Donc 4 sur 10, donc c'est beaucoup. Mais quand on regarde les coûts qui sont associés à la voiture, je vous fais rapidement les maths, mais une voiture, ça coûte à peu près 6 000 € à l'entretien à l'année. Il y a 38 millions de voitures en France, ça fait à peu près 200 milliards. 200 milliards, c'est 10% du PIB. Donc chaque année, on dépense 10% de notre PIB à faire tourner nos voitures. Dans les coûts des 6 000 € par an, il y a l'essence, le péage, mais aussi évidemment dépréciation du véhicule, parce qu'on achète le véhicule 12 000 €, on le revend 6 000, donc on a perdu plusieurs milliers d'euros par an. Enfin, schématiquement, l'assurance, les réparations, le parking, enfin bon, voilà, tout ça dans une enveloppe, ça fait 6 000 € par an, ça fait 200 milliards pour le pays.
Ensuite, on regarde comment on utilise nos voitures et là, on se rend compte qu'il y a une très grande inefficacité d'usage. Parce que non seulement les voitures passent 96% de leur vie à arrêter, mais en plus, elles passent 0,5% de leur vie dans les bouchons, 0,8% de leur vie à chercher une place de parking pour se garer. Il reste 2,7% de leur vie où elles vont effectivement d'un point A à un point B, ce pourquoi on les a conçues au départ. Et en plus, quand elles roulent, 3 fois sur 4, il n'y a qu'un conducteur à bord. Donc il y a 3 places libres. Ce qui fait qu'on utilise un quart de 2,7% d'une ressource qui nous coûte 10% du PIB. Donc ça, c'est l'utilisation rationnelle qu'on fait de la voiture, ce qui est totalement irrationnel. Donc nous, on arrive avec une solution digitale qui permet d'optimiser l'usage de la voiture et donc d'optimiser les coûts. Et donc évidemment, au lieu d'avoir une flotte de voitures possédée par un business comme le font les bus, les trains, les avions, parce que les bus, les trains, les avions, eux, ils roulent ou ils volent 50 à 80% du temps. Et quand ils volent, les avions, on ne met pas juste le pilote à bord, enfin, on met des passagers dedans. Enfin, c'est le principe même de rentabilité du moyen de transport. Mais sur les voitures, on a opéré différemment, puisque c'est des voitures particulières qui sont possédées et dont la flotte est complètement distribuée. Et personne ne possède les voitures, donc il n'y a pas un directeur financier qui dit « Ah, il faut m'augmenter ce taux d'usage ». Nous, avec une solution technologique qui permet en accès directement depuis tous les téléphones portables dans toutes les poches, d'accéder à une grille d'optimisation de ces coûts-là, eh bien, à peine on gratte, ça décolle. Parce que quand on dit 200 milliards à l'échelle France, c'est 4 000 milliards à l'échelle mondiale. Donc c'est un marché absolument colossal. Si on arrive à optimiser l'usage de ces choses-là, c'est gigantesque. Et donc, dans ce qui nous attend, il y a à aller continuer à optimiser ce budget-là. C'est pour ça que là, récemment, on a aussi lancé un programme d'assurance avec AXA, justement, qui s'appelle Blablassure, qui, justement, permet d'avoir une assurance via Blablacar à des prix que l'on s'efforce d'être les plus bas possibles. De mettre au plus bas possible. On a aussi des grandes perspectives sur aller chercher du covoiturage plus courte distance. C'est pour ça qu'on a lancé Blabla Lines pour aller faire du covoiturage domicile-travail le matin et le soir. C'est un autre produit, c'est une autre app. À terme, on voudra les merger ensemble, mais pour des questions de rapidité de développement et pour des questions de cohérence du produit avec l'usage qu'il va véritablement chercher. On a préféré faire une app séparée au début pour pouvoir itérer beaucoup plus vite, parce que itérer sur une plateforme sur laquelle il y a 65 millions de membres dans 22 pays, en fait c'est assez compliqué d'aller vraiment expérimenter pour chercher un nouvel usage. C'est pour ça qu'on l'a fait sur une plateforme séparée et des apps séparées. Mais une fois qu'on a trouvé l'usage, on va pouvoir l'intégrer. Donc on a le covoiturage courte distance, on a l'assurance qu'on est en train de déployer et de proposer à tout le monde. On a aussi des algorithmes de plus en plus fins, de plus en plus précis et efficaces pour que, en tant que passager, on puisse trouver des conducteurs qui passent exactement par là où on est et qui vont exactement là où on va, c'est-à-dire qu'on est capable de rechercher le long des itinéraires de tous les conducteurs. Donc ça, c'est une technologie qu'on est en train de déployer. Ça veut dire qu'avant, schématiquement, sur Blablacar, un conducteur propose un Paris-Nantes et il met que Paris-Nantes. En fait, il ne va pas trouver quelqu'un sur Le Mans-Angers, sauf s'il met ses villes-étapes. Bon, demain, il n'y a plus besoin de mettre les villes-étapes, c'est juste Paris-Nantes et nous, on sait par où ça passe. Et du coup, on va pouvoir trouver directement des gens sur la route, y compris sur tous les petits villages sur la route. Ce qui fait qu'on peut faire un service point à point qui est une valeur ajoutée absolument colossale qu'aucun autre réseau de transport ne peut proposer. Et donc en fait tout ça, ça démultiplie évidemment l'attrait de l'offre covoiturage, puisqu'on peut faire du point à point comme si on avait sa propre voiture, sauf qu'on utilise la voiture de quelqu'un d'autre. Parce que ce qui fait le succès de la voiture aujourd'hui individuelle, c'est quand même que on peut aller de n'importe où à n'importe où en totale autonomie. Et donc ce qu'on veut reproduire en covoiturage pour les passagers, c'est exactement la même chose, mais sans avoir besoin de posséder la voiture. Alors ce qu'il faut retenir, donc, c'est technologie et diversification pour l'avenir de Blablacar.